Super. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance extraordinaire du 8 décembre concernant le budget. Donc, considérant l'avis de convocation extraordinaire qui est acheminé au Conseil, je prendrai un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Aubé. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Sincan. Donc, nous sommes déjà rendus au point 4.1, à l'adoption des prévisions budgétaires 2026. Le Conseil va se retirer dans la salle et on va laisser Mme France Deshôtels nous présenter le tout. Alors, bonsoir, bienvenue à la présentation des prévisions budgétaires 2026. Sans plus tarder, on va vous présenter les points qui vont être abordés. Alors, il y aura les réalisations en bref là, de l'année 2025, les enjeux et les objectifs 2026, le budget de fonctionnement, les tarifications ainsi que taxation foncière, l'évolution de notre dette à long terme, notre programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 27 et 28, et en résumé, l'effet saillant du budget 2026. Madame la directrice des finances, je vais me permettre de vous présenter. Donc, France Deshôtels, directrice des finances, CPA à la ville de McMasterville, qui va présenter le budget. Je pense que ça va être préférable parce que les gens vont dire pourquoi on me parle. Voilà, sans plus tarder, je vous cède le micro. Grand merci. Alors, en bref, les principales réalisations de l'année 2025, dont la réfection des infrastructures souterraines en aqueduc, égouts, asphalte, éclairage, avec aménagement d'une piste multifonctionnelle sur les rues Scott et André. L'acquisition et l'aménagement dans le parc Gilles-Plante d'une piste à rouleau dite Pump Track. L'amélioration de plusieurs sentiers dans le parc Gilles-Plante et le parc du Ruisseau-Bernard. Notamment la signature aussi d'une nouvelle convention collective avec les cols blancs et les cols bleus, d'une durée de 5 ans, et ce, même avant le terme final de la convention précédente ou actuelle. Déploiement d'une programmation de nombreux événements et activités pour tous les goûts, offertes bien souvent gratuitement à la communauté citoyenne. Maintenant, pour établir le budget 2026, donc le Conseil et les directions font face à des enjeux budgétaires importants. On est en deuxième année du rôle triennal, donc pour l'année 2026. On observe une diminution globale de la richesse foncière imposable de 0,48 %. Ce qui veut dire que, bon, on ne peut pas se fier à la hausse de la richesse foncière pour geler le taux de taxe et, évidemment, certains ajustements sont donc requis à ce niveau-là. On vit également avec une part de code, en fait, avec le fait que les codes-parts régionales pour les différents services d'aqueduc, services d'égout, police, incendie, représentent 36 % des dépenses totales de notre budget. Alors, évidemment, on doit prioriser des projets d'infrastructure dans un contexte de ressources limitées. On doit trouver l'équilibre entre rigueur financière, maintien des services et des investissements stratégiques. Au niveau des objectifs, alors, maintenir des services locaux qui répondent aux besoins de notre population, soutenir un développement urbain de façon réfléchie, je dirais, et respectueux de la qualité de vie de nos citoyens. Entretenir, consolider nos infrastructures de façon planifiée, gestion durable des ressources, ce qui veut dire une bonne gestion des actifs. Favoriser la fidélisation du personnel, renforcement de l'attrait de la ville comme employeur, ce qui veut dire des conditions de travail qui sont adaptées à notre marché régional. Respect de la capacité financière de la communauté citoyenne, donc de la capacité à payer et atteindre l'équilibre budgétaire. Donc, c'est un défi très important. Et assurer le maintien d'une offre diversifiée, attrayante au niveau de la culture, au niveau des activités sportives. Alors, pour la partie budget de fonctionnement, on vous présente d'abord une page assez détaillée où on détaille l'ensemble des revenus qui totalisent 12 264 325 $.
auxquels s'ajoutent des affectations pour des projets bien spécifiques. On fera le détail juste un petit peu plus loin de ce 425 000-là ici, qui nous permet d'équilibrer notre budget. Donc, des dépenses de 12 690 000 et des revenus du même montant. On observe une variation globale des dépenses de 8,4 %. Cependant, si on prend l'ensemble des dépenses ou l'ensemble de la variation des dépenses et qu'on y affecte les surplus qu'on vient mettre en déduction de ces dépenses-là, de façon planifiée, par exemple au niveau de l'intégration des mises à niveau salariales sur 4 ans, 100 000 par année, 400 000 donc d'intégration de mise à niveau salariale, ça nous amène à une variation de l'ordre de 4,98 %. C'est ça qui est important de retenir. Donc, des dépenses à la hausse, 6,76 % au niveau des quotes-parts régionales, on le disait tantôt, qui représentent 36 % du budget à elles seules. Une hausse nette à l'ensemble pour l'ensemble des dépenses salariales de 2,83 % qui découle des nouvelles ententes et de la bonification de l'offre de services au niveau des services récréatifs et culturels, particulièrement au niveau des camps de jour. Donc, l'intégration des dépenses salariales est plus élevée. On vient étaler sur 4 ans cette hausse-là par l'excédent de fonctionnement qu'on avait mis de côté, planifié depuis déjà plus de 2 ans. Et ainsi, on va pouvoir intégrer ces ajustements-là de manière dégressive. Gestion de la dette, une hausse limitée à 2,18 %. On a reporté certains projets planifiés en 2025 qui se réaliseront possiblement en 2026-2027. Reporté également le financement des travaux réalisés cette année à janvier 2026. Donc, ça fait en sorte qu'on amoindrit un peu l'impact au niveau de la gestion de la dette. Plusieurs mesures additionnelles ont été intégrées aux dépenses d'exploitation. Au niveau de l'environnement et du verdissement de la ville, au niveau de l'entretien des conduites souterraines, donc des mesures préventives pour éviter des coûts additionnels futurs, cybersécurité et outils informatiques additionnels également. La répartition des dépenses par type, ensemble des quotes-parts, on retrouve ici le 36 %, masse salariale 33 %, ce qui laisse 21 % pour tenter de réduire, en tout cas, des dépenses un peu plus contrôlables. C'est là que les efforts sont mis pour réduire au minimum là, certaines dépenses. Service de la dette et du fonds de roulement, 10 %, dont 8,6 % est attribuable à l'ensemble des citoyens. La différence étant financée par des ententes intermunicipales ou par le gouvernement du Québec dans le cadre de subventions pluriannuelles. Répartition par service. La sécurité publique, donc principalement ici, ce sont les dépenses liées au quote-part de la régie de police, de la régie incendie. Au niveau du transport, ce sont nos services de voirie, de déneigement principalement. Au niveau d'hygiène du milieu, 15 %. Gestion des matières résiduelles, services d'aqueduc et égouts. 5 % au niveau de l'urbanisme. Loisirs et culture, 17 %. Donc, service de la dette, même 10 % que pour la page précédente. Et puis, au niveau de l'administration générale, qui comprend autant le conseil, la direction générale, service des finances, service du greffe, service des communications, c'est 19 % de l'ensemble du budget. Les quotes-parts régionales détaillées ici par organisme, les variations globales de 6,76 %. 7,95 % c'est la hausse la plus significative, étant donné que la régie de police, c'est 30 % de l'ensemble de nos quotes-parts, une variation de 101 000 $ par rapport à l'année dernière. Régie incendie, près de 54 000 $ par rapport à l'année dernière, 6 % d'indexation. Et visuellement, on voit ici la répartition là,
régie de police et régie incendie qui représente 50 à elle seule de l'ensemble de nos services régionaux. Taxation, tarification. À McMasterville, on fonctionne avec la taxation foncière à taux varié. Au niveau des catégories, on retrouve la catégorie résiduelle où le taux de base est établi dans un premier temps. Et par la suite, les autres taux vont découler de ce taux ici de base par un facteur. Donc, ce taux sera multiplié par un facteur, des facteurs qui ont des balises établies par la loi. Et puis, par exemple, au niveau des terrains vagues, ici, on va aller appliquer le maximum permis par la loi, qui est de x4 le taux de base. Ici, à l'intérieur des terrains vagues, on a le terrain vague non desservi, qui est propriété de l'entreprise Nordvolt et qui ramène à elle seule près de 900 000 de taxes. Nos immeubles non résidentiels, donc les commerces, sont séparés en deux tranches. Donc, pour les commerces dont la valeur est inférieure à 1 million de dollars, un taux ici est prévu. Et pour la valeur au-delà de 1 million de dollars, un taux un petit peu plus élevé est prévu pour les plus gros commerces. Au niveau de nos tarifications de services, elles sont établies de façon uniforme d'année en année. C'est l'utilisateur payeur, donc on établit les coûts directs liés au service d'eau potable, par exemple, qu'on divise par le nombre de portes, et puis on en arrive à une tarification unique. Pour de l'eau consommée par nos commerces, au-delà du tarif de base, s'il y a des compteurs d'eau installés, il y aura des tarifications additionnelles, mais le tarif de base par porte est de 317 $ pour l'eau potable. Même exercice est fait pour l'assainissement des eaux et pour les matières résiduelles. Donc, par rapport à l'année précédente, c'est une hausse de 16 $ globalement pour les trois tarifications. Donc ici, on peut dresser le portrait d'un compte de taxes pour une habitation unifamiliale moyenne située à McMasterville. La valeur moyenne établie au rôle est de 472 974. Donc, on utilise cette valeur moyenne ici, multipliée par le taux de base, taux de taxation foncière de base, pour établir le montant en taxe foncière, auquel on ajoute les tarifications. Et ainsi, par rapport à l'année précédente, on a une variation de 151 $ pour la maison moyenne, 4,79 %. Cette présentation-là est uniforme d'une année à l'autre. Il n'y a aucune taxe additionnelle distincte. Donc, tout est ici. Évidemment, si quelqu'un a une piscine, ça s'ajoute, là, mais pour les montants de base, tout est indiqué. Un portrait de l'évolution de notre dette à long terme qui se répartit entre l'ensemble de la municipalité au niveau des payeurs, le gouvernement du Québec et au niveau des ententes intermunicipales. Au 1er janvier 2026, notre dette à long terme s'établit à 15 773 000 et 79 % de cette dette-là est attribuable à l'ensemble. La différence entre l'année de 1er janvier 2025 et 1er janvier 2026, donc une variation de 2 272 900, provient du remboursement de capital, donc une diminution de 797 000, et un nouveau financement s'est ajouté en 2025, 3 070 000, qui représente le financement long terme pour les projets de sécurisation sur le boulevard Constable et autres rues, ainsi que pour les infrastructures sur une partie des rues de Bretagne et Morin, réalisées donc en 2024. Programme triennal d'immobilisation qui établit les investissements prévus au cours des 3 prochaines années. Pour 2026,
le plus grand investissement de l'ordre de 8 millions pour des infrastructures souterraines de rue. C'est un estimé basé sur une subvention qui pourrait être accordée dans le programme Primo. Bien sûr, il y aura des travaux réalisés de toute façon si la subvention n'est pas accordée, mais les travaux pourraient être moindres ou étalés sur plus d'une année. Au niveau des bâtiments municipaux, on a prévu la réfection de la toiture ici au CCIM, au centre communautaire. Également, des réfections à l'intérieur du bâtiment. Au niveau des installations récréatives, culturelles, sportives, il y a les terrains de pickleball qui sont planifiés pour l'année 2026 dans le parc Gilles Plante également. Alors, ce sont les principaux investissements qui sont prévus. D'autres pourraient s'ajouter, ces sujets à révision, ces sujets à des subventions de diverses natures qui pourraient être accordées aussi. Donc, en résumé, la McMasterville a établi son budget d'exploitation et il totalise 12,7 millions de dollars. L'augmentation des quotes-barres régionales nettes représente 6,76 %. On a atteint l'équilibre budgétaire, mais on a utilisé de façon planifiée et de façon dégressive de l'excédent de fonctionnement affecté, de telle sorte que la hausse du compte de taxes pour la maison moyenne est limitée à 4,79 %, et ce, malgré une croissance de dépenses totales de 8,4 %. Merci. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Avant qu'on retourne en séance, il y a un travail extraordinaire qui a été fait par Mme Deshôtels et son équipe. Je tiens à le souligner. C'est un travail colossal qu'on doit faire quand on fait un budget municipal. La quantité d'informations qu'on doit faire coïncider les unes envers les autres et puis qu'on arrive avec un résultat comme celui-là. On l'a vu tantôt, il y avait une hausse, une utilisation du surplus qui était planifiée depuis quelques années. On savait que la convention collective arrivait à terme. Donc, c'est un boulot formidable qui est fait par France, par toi et ton équipe. Je tenais vraiment à le souligner, puis je vois les têtes dans la salle qui opinent du bonnet. Je pense que tout le monde le voit à quel point c'est tout un travail qui a été fait. Merci. Donc, on est de retour au point 4.1, adoption des prévisions budgétaires 2026. Donc, il est résolu que le budget pour l'année 2026, prévoyant des dépenses au montant de 12 690 035 $ et des revenus pour un montant équivalent portant le numéro STF-2025-39, soit adopté tel que présenté, comme si récité au long. Que le document explicatif du budget 2026 soit distribué dans un journal à toutes les adresses civiques sur le territoire de la Ville. Je propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. Donc, merci à l'équipe des finances de la Ville pour le travail exhaustif qui a été fait. L'information va être acheminée dans le prochain bulletin municipal de la Ville, environ, donc en 2026. Au point 4.2, c'est l'adoption du programme triennal d'immobilisation 26, 27, 28. Donc, il est résolu que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027 et 2028, totalisant une somme de 16 368 000 portant le numéro STF-2025-38, soit adopté tel que présenté, comme si au long récité. Il est résolu que le programme triennal d'immobilisation ou le document explicatif soit distribué dans un journal à toutes les adresses civiques sur le territoire de la Ville. Je vais le proposer, Madame la mairesse. Proposé par M. Lévesque. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. Donc, nous sommes rendus au point 11.1, à la période des questions. Je tiens à mentionner qu'on va prendre toutes les questions portant sur le budget d'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Vous pouvez vous présenter au micro et vous présenter, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, Jean Thibodeau, Camille-Chény. Ma première question, c'est sur les revenus. C'est plus des questions techniques que j'ai ce soir, juste pour bien comprendre. Sur la question des revenus de taxation, on prend
les valeurs immobilières qu'on multiplie par le taux de taxation par tranche de 100 $, ça va. Est-ce qu'il y a une provision qui est prise pour la taxe de mutation dans un budget ou si c'est un surplus qui arrive pendant l'année, tout simplement? Mais je vais lancer la question à monsieur le DG. Oui, c'est vrai. Je vais attendre qu'on me fasse la passe. Vous avez raison, Mme la mairesse. Oui, en effet, il y a toujours un budget, il y a une prévision budgétaire qui est faite au niveau des mutations, mais on essaie toujours d'avoir une prévision qui est très conservatrice. Donc, ce n'est pas un montant sur lequel on joue. On prend toujours une prévision conservatrice. Encore cette année, on va le dépasser. C'est un montant qu'on espère toujours dépasser, là. Oui, c'est budgété. Merci. Ma deuxième question sur le poste de dépense le plus important sur lequel vous siégez, Mme la mairesse, qui est la régie de police. Oui. Est-ce que ça serait possible éventuellement d'avoir des explications comment la régie de police calcule? Quels sont les quotas comment ils calculent leur... Je dirais pas quotas, c'est un mot très dangereux, là. Mais comment qu'ils calculent leurs besoins? Une des questions que je me pose pour passer devant les bureaux de notre magnifique régie de police, c'est de voir le nombre de véhicules immobilisés qui est absolument incroyable. Alors, j'aimerais comprendre, je comprends qu'ils ont probablement des normes qu'ils vont respecter, mais les normes, c'est peut-être pas toujours nécessaire de les respecter si on n'en a pas besoin, là. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen à un moment donné, soit dans une revue de la ville ou quoi que ce soit, de nous expliquer un peu comment la régie de police arrive à ces montants-là, sachant qu'on a des rumeurs qui se trouvent qui sont trop serrées dans leur édifice. Tout ça, moi, j'ai des doutes là-dessus. Alors, j'aimerais peut-être, pour l'ensemble des citoyens, qu'on comprenne un peu c'est quoi le calcul. Chaque véhicule arrêté, ouais, il y a de l'entretien quand même, il y a des pneus d'hiver, il y a de l'immatriculation, il y a de l'assurance. Et pourtant, je calcule juste au bureau de Belleuil environ 15 à 20 véhicules arrêtés tous les jours, peu importe l'heure. Ça ne sert pas. Alors, pourquoi on dépense ces montants-là? C'est sûr que ça nous revient à la facture en portion. Donc, ma question est juste de savoir, est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement des explications là-dessus? Merci, M. Thibodeau, pour la question. Donc, vous comprenez effectivement que je n'étais pas là lorsque le budget 2026 a été fait par la régie. Je prends en note votre question. Je vais voir comment on peut communiquer l'information, effectivement, parce que même le conseil municipal a la même préoccupation. Et je sais que les villes environnantes aussi se posent souvent la question. Puis ça fait partie des préoccupations des citoyens. Donc, merci. Puis on va vous revenir avec l'information au courant des prochaines. Je veux dire, semaine avec un S, s'il vous plaît. Et j'ai une dernière question sur le plan triennal d'immobilisation. Encore là, purement par curiosité, quand je regarde les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, je suis inquiet quand je regarde 2027-2028. Ça me semble faible comparé à 2026. Évidemment, on a des gros projets d'infrastructures urgentes qui doivent être faits. On en est bien conscient. Mais par contre, il me semble avoir une décroissance en 2027 et une légère augmentation par la suite en 2028. Et ça me paraît un peu léger comme chiffre. Peut-être que je me trompe, là, si je pouvais avoir des explications là-dessus. Je vais tenter de répondre, M. DG, puis ensuite vous pourrez compléter. En 2026, c'est sûr que le montant, là, surtout pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts, est quand même assez élevé, là, plus de 8 millions. Cependant, pour contrebalancer, on espère obtenir une subvention de Primo du programme d'infrastructure municipale d'eau. Je l'ai appris. Donc, ça va compenser. Donc, c'est sûr que si on enlève ce montant-là, c'est un peu plus égal d'année en année. Ça se rejoint plus. C'est sûr que si on n'a pas la subvention, il se pourrait qu'il y ait des travaux qui ne soient pas faits, malheureusement. Monsieur DG, avez-vous un complément d'information pour nous? Bien, en fait, oui et non. C'est une excellente réponse, Madame la mairesse. Tout à fait. On va rendre à César ce qui appartient à César. D'autre part, on a un nouveau conseil. On a un lac à l'épaule qui va avoir lieu en début d'année, en janvier. Donc, je pense qu'il va y avoir certaines nouvelles orientations qui vont être données. Fait qu'on a cette place-là qu'on donne au conseil. Fait que le plan triennal, c'est une prévision qu'on fait, mais ça ne veut pas dire qu'en 2027, on ne sera pas plus agressif. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il y a 2 ans, la rue Scott et la rue André étaient déjà faites au moment où on se parle dans notre plan triennal. Donc, le plan triennal, c'est une vision qu'on se donne.
mais on va faire un nouveau plan stratégique qui va être issu du lac à l'épaule. Et comme la mairesse l'a dit, il y a une question aussi de financement. On essaie d'aller chercher le maximum de subventions possible. À titre d'exemple, la dernière intervention qu'on a faite, il y avait 1,8 million de dollars qui venaient de subventions du gouvernement du Québec. Fait que c'est sûr qu'on essaie d'aller chercher ça, puis on évite de créer des attentes chez les citoyens en promettant des trucs si on n'est pas sûr d'avoir la subvention. Mais pour le reste, ma mairesse a dit exactement ce que j'allais dire. C'est marqué « Vider la tech et primo » dans mon petit livre. Alors, je vous remercie pour les réponses. Puis moi aussi, je me joins à vous pour féliciter le service des finances pour le travail qui a été fait. Merci. Merci, M. Thibodeau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant le budget qui nous a été présenté? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre. Et on va arriver à la levée de la séance au point 11.2. Je vais la proposer, Madame la mairesse. Donc, proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par Mme Aubé. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous voulez demeurer dans la salle avec nous, on a une séance extraordinaire hors budget dans les prochaines minutes qui va démarrer. Bien, merci beaucoup.